à ce qui s'est passé en Tunisie en 2011. Il y a eu beaucoup de chroniques de lui, il est très sensible à cette question. Il est journaliste à Paris et il a gardé une attache journalistique avec l'Algérie puisqu'il est chroniqueur au quotidien d'Oran. Tu compléteras tous les blancs que je laisserai. Il a grandi à Alger, qu'il considère comme sa ville de référence, un peu. Hein. Enfin, ça a un rapport avec ce livre, d'ailleurs, ce que je suis en train de dire. Il est né en 64. Il a beaucoup voyagé à travers l'Algérie au gré, si j'ai bien compris, des mutations, des affectations de ses parents qui étaient enseignants. Alors, il a écrit un certain nombre de livres. Les 100 portes du Maghreb avec Benjamin Stora, à la rencontre du Maghreb aux éditions La Découverte, Être arabe aujourd'hui, etc. Alors, ce nouveau livre qui vient juste de paraître s'appelle donc Retour en Algérie. Il est sous-titré Des retrouvailles émouvantes avec l'Algérie d'aujourd'hui. Je voudrais dire un petit mot sur le genre du retour, parce que c'est un genre littéraire chez les Algériens, mais aussi chez tous les peuples qui ont été soumis à l'exil ou aux grandes émigrations. Il y a toujours eu des textes comme ça consacrés au retour. Je citerai quelques-uns, notamment le célèbre cahier du retour au pays natal de Césaire, n'est-ce pas, Christiane, qui est une œuvre poétique parue en 1939, mais enfin c'est basé sur le même principe. Je citerai aussi un texte du poète et journaliste algérien Abdelmajid Kawa, qui est basé sur le même principe du retour. Il a écrit aussi un livre comme ça et d'autres. Alors si j'ai évoqué ce genre, parce que c'est aussi un genre littéraire, du retour, c'est pour le principe qu'il induit, c'est-à-dire il est basé sur le principe de quitter un lieu et de le trouver changé au retour. Et Akram Belkaïd a quitté l'Algérie au début de la violence qu'on connaît encore par morceaux aujourd'hui, c'est-à-dire au début des années 80. Il n'y est retourné qu'en 2009. Et puis il y a eu ce retour de 2012 qui a donné ce livre, qui est d'une certaine manière un retour double, puisque c'est le sien, hein, c'est encore un retour en Algérie. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le pluriel au mot retour. Et c'est celui aussi d'un groupe de lecteurs de cet hebdomadaire qui s'appelle La Vie, qui s'appelait autrefois La Vie catholique, qui ont tous plus ou moins leur histoire algérienne, ces lecteurs, et que Akram Belkaïd a dû accompagner. Alors parmi eux, je crois qu'ils étaient une centaine, des anciens appelés du contingent pendant la guerre d'indépendance, des pieds noirs qui sont nés en Algérie, des enfants de rapatriés, d'anciens coopérants qui sont partis travailler en Algérie dans les premières années de l'indépendance. Alors tout cela s'est fait aussi coïncidence, ou c'était organisé aussi pour ça, en 2012, c'est-à-dire une année propice au symbole, puisque c'était le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Alors le livre tient à la fois du reportage journalistique. Akram Belkaïd est journaliste, je l'ai dit, et on le sent par la précision des dates, des lieux, des faits, etc. Mais aussi, il tient aussi de la littérature du voyage, en tant qu'il laisse s'exprimer la subjectivité de l'auteur, des réflexions, ses émotions. C'est d'ailleurs la loi du genre, cette mixité des styles. Le texte décrit aussi l'émotion des personnes que l'auteur a accompagnées dans la découverte des lieux qu'ils ont connus ou dont leur famille leur avait parlé. Alors, ce qui est étonnant à la lecture de ce livre, c'est que la plupart des personnes partent avec
ce qu'on pourrait appeler un catalogue nostalgique, c'est-à-dire un certain nombre d'émotions qui s'attendaient à... Et ils en arrivent à une autre, à une émotion d'un autre genre. Je vais en citer une parce que ça m'a paru extrêmement intéressant. Alors, c'est une des participantes qui a écrit à Akram Belkaïd après une fois qu'ils sont revenus et qui lui dit la chose suivante. C'est sa grand-mère, Anne-Marie M, qui était née à Mostaganem. Elle a immigré à 20 ans au Maroc et cette personne a accompagné ce groupe parce qu'elle voulait aller sur les traces de la nostalgie un peu de sa grand-mère. Mais alors, elle disait, je voulais connaître la terre natale de ma grand-mère. Dans les évocations ont peuplé mon imaginaire. Je voulais être ému par la terre, la baie d'Alger, les tombes de Tibhirin, les ruines de Tipaza, mais non. La nostalgie que j'ai de l'Algérie et qui s'est imposée depuis mon retour est celle vis-à-vis des Algériens. Ce peuple non pollué par le tourisme de masse s'est gravé dans ma mémoire par son aptitude à la relation avec l'autre, aptitude inattendue compte tenu de notre passé commun et douloureux. Voilà une des réactions qui ont été obtenues, c'est-à-dire que des gens qui sont partis sur les traces d'un passé plus ou moins, comment dire, intégré, qui reviennent avec d'autres images, d'autres émotions. Alors, évidemment, le regard de ces personnes, je vais te donner la parole, Akram. J'essaie de présenter le livre. La confrontation de ce groupe de personnes qui quelques-uns découvrent pour la première fois l'Algérie, d'autres l'ont pas vu depuis des années, implique de parler de l'Algérie d'aujourd'hui, pas seulement celle du passé, mais aussi de celle d'aujourd'hui, qui est décrite en général dans sa déglingue générale. Et là, il y a beaucoup de témoignages. À la fois, elle est décrite à la fois à travers les témoignages d'un certain nombre de jeunes rencontrés qui vont s'adresser à l'auteur, avec qui va nouer la discussion, mais aussi par le fait de chiffres, etc., qu'il donne, que le journaliste donne. Alors, il y a un troisième élément de ce livre qui était aussi, je pense, dans l'objectif du voyage et du livre, c'était par-delà les blessures, répondre un peu à la nécessité de rapprocher les peuples algériens et français dans l'histoire douloureuse, etc., commune, implique qu'on aille un peu plus loin dans ce qui nous unit. Et ça a été beaucoup dit. La tonalité générale du livre est à la fois nostalgique, mais aussi très lucide sur l'état de l'Algérie d'aujourd'hui, sur l'état des discours dominants de part et d'autre de la Méditerranée, du discours politique dominant, et de la façon dont les consommateurs de ce discours le prennent, c'est-à-dire avec beaucoup de distance, et ça montre quand même que par-delà tous ces obstacles, toute cette douleur, ces blessures, etc., il est encore possible d'avoir... de relire le passé autrement et surtout de construire l'avenir. Alors, je l'ai dit, le livre oscille entre le reportage journalistique, mais aussi la subjectivité de l'auteur. Et l'auteur est parti pendant très longtemps. Il est arrivé en France où il a trouvé du travail, où il s'est mis à travailler aussi sur l'Algérie, mais pas seulement. Et donc il va retrouver une autre Algérie, ce qui lui inspire beaucoup de réflexions, notamment sur que c'était l'Algérie qu'il a connue, etc. Et puis il y a inévitablement un certain nombre de sujets qui sont abordés. Je vais essayer de faire réagir
Akram là-dessus. Le premier, c'est d'abord, est-ce que tu peux nous dire davantage sur la façon dont ce voyage s'est organisé, comment ont été recrutés, si j'ose dire, les participants, dans quel état d'esprit ils sont partis, etc. Et quel était surtout toi, tu avais l'air parfois très gêné de devoir, comment dire, expliquer aux Français l'Algérie et aux Algériens le groupe de Français que tu... Alors, merci d'abord, avant toute chose, bonsoir. Merci d'être venu pour cette rencontre. Alors, en fait, ce livre n'était absolument pas prévu. C'était, et même, c'est-à-dire que ça s'est passé au printemps 2012. J'ai eu un appel d'une personne qui avait été l'éditeur d'un de mes précédents ouvrages et qui m'a dit, voilà, je suis invité par le journal La Vie à voyager en Algérie en septembre, et en règle générale dans ce genre de voyage, donc on invite cette personne qui est Jean-Claude Guibaud, c'est un conférencier, c'est un essayiste très connu, et qui donc il est invité, et bon, il n'est pas rémunéré, mais à charge pour lui de prendre la parole tous les soirs devant les participants du voyage. Et il me dit, ben, je veux bien y aller, mais j'aimerais bien que tu viennes avec moi, parce que bon, il a une histoire algérienne particulière, mais il me dit, ce serait bien que tu viennes. Il a fait son service militaire? Non, lui, il est né en Algérie, son père était militaire de carrière, donc il est né dans les années 40, son père était militaire de carrière, il commandait l'école de Cherchel, et sa mère était une pied-noire de la 4e génération, voire la 5e, de Constantine. Et donc voilà, ça c'est son histoire. Rapidement, sa famille, ses parents se sont séparés à cause de la guerre d'Algérie, le père étant fidèle au général de Gaulle et la mère ayant plutôt versé dans le camp de l'OAS. Donc ça donne... donc il voulait bien... Et lui aussi n'était jamais rentré en Algérie. Donc c'était une histoire assez particulière. Donc j'y suis allé à ce voyage. Alors comment ça se passe ces voyages? En fait, c'est pour parler un peu d'économie, c'est une manière que les journaux ont trouvé pour fidéliser leurs lecteurs. Et donc de manière régulière, vous avez des journaux comme Le Monde, La Vie, ex-La Vie catholique, mais aussi Télérama. Enfin, tous ces journaux font des voyages où ils invitent des lecteurs à venir quelque part. Alors, bon, l'Algérie, l'Éthiopie, enfin, il y a plein de voyages. Et pour l'Algérie, parce que les gens de La Vie m'ont raconté ça, lorsqu'ils ont lancé ce voyage qui s'est passé en septembre 2012, ils se sont dit, on va avoir 40 personnes, et encore, ça va être difficile. Les gens, l'Algérie, avec sa réputation sur le plan international, c'est un pays qui n'est pas du tout, c'est pas touristique. Donc ils ont budgété 40 personnes. Et aux surprises, ils ont eu 600 demandes au bout de 4 ou 5 jours. 600 demandes donc, de France. Ce qui les a obligés à monter quelque chose d'assez incroyable, c'est que pendant que j'y étais, en réalité, il y avait 200 personnes. Un autre groupe. Il y avait un autre groupe de 100 personnes. Donc vous imaginez un peu, pour qui connaît l'Algérie, la logistique qu'il a fallu mettre en place. Parce que, et ces gens sont allés un peu partout, dans l'Est, dans l'Ouest et dans l'Algérois. Et donc j'ai accompagné ce groupe-là. Au départ, je suis parti pour dire les choses vraiment un peu les mains dans les poches. Hein. Je me suis dit, bon, ça va faire un peu de voyage, je vais regarder. À la limite, j'en ferai une ou deux chroniques, mais sans plus. Et en réalité, dès le départ, parce qu'il y a 3 points majeurs sur lesquels je peux revenir. Dès le départ, dès Orly, je me suis rendu compte qu'il allait se passer des choses parce que dans le groupe qui partait... On s'est tous rassemblés à Alger, mais les départs étaient de plusieurs villes de France, notamment d'Orly. Et dès le départ, dans le groupe, il y avait un pied noir qui avait quitté l'Algérie en 62, en juillet 62, à l'âge de 12 ans, qui n'avait plus remis les pieds en Algérie depuis l'indépendance et qui était tétanisé. C'est-à-dire que, bon, il ne le montrait pas trop, mais on sentait qu'il y avait une grande appréhension. Et d'autres personnes aussi étaient assez inquiètes, même si elles ne le montraient pas. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant que 50 ans plus tard, on en soit là.
Et c'est intéressant de voir qu'au fil du voyage, cette personne s'est complètement transformée pour diverses raisons. Elle est allée voir la maison où ses parents avaient vécu, il est allé voir des gens de son village, et donc il y avait cette espèce de retour à l'enfance qui a été assez omniprésent chez beaucoup de gens qui faisaient partie du voyage. Et la première halte a été à Tlemcen, et là aussi je me suis rendu compte d'une deuxième chose, c'est qu'on a beau avoir lu des choses, on a beau avoir vu plein de films, notamment celui de Tavernier sur les appelés. Je me suis rendu compte, parce que dans ce groupe il y avait beaucoup, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup d'appelés, des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie. Certains d'entre eux étaient même des rappelés, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient fait leur service dans les années 40 et qu'on a rappelés pour la guerre d'Algérie et qui ont... Donc la méthode c'était d'organiser des discussions comme un peu on est en train de le faire, mais c'était plutôt des tables rondes, hein, des chaises en cercle. Et là, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un niveau de souffrance assez extraordinaire, d'émotion, de gens qui ont parlé d'Algérie pour la première fois en présence de leur épouse, qui n'avaient jamais entendu ce genre d'histoire. Et voilà, donc ça a été un des deuxièmes points forts du voyage, c'est ce côté expérience vécue, passée, difficile à assumer. Parmi ces témoignages aussi des gens, mais là c'était plutôt des apartés, et j'ai pas trop voulu en parler dans le livre parce que je trouvais que c'était quelque part les trahir, mais des gens qui avaient vu la torture pendant la guerre d'Algérie, qui avaient des gens qui avaient quitté leur... Il y en avait un qui avait quitté l'Algérie pour la première fois, enfin, il avait quitté son village pour la première fois, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais vu Marseille, il n'avait jamais vu le bateau, il n'avait jamais... et il débarque en Algérie, il est tout de suite dans une unité opérationnelle, donc ça a changé sa vie. Et le troisième point le plus important aussi, c'est l'accueil des Algériens. On a beau dire qu'il n'y a aucun problème, etc., on est quand même assez surpris de voir avec la manière à la fois chaleureuse, désintéressée, parfois comique, toujours haute en couleur, dont ce groupe de 100 personnes a été accueilli dans tous les endroits où on est allé. Et voilà, donc c'est ça qui m'a donné, quand je suis rentré, j'en ai parlé à l'éditeur et qui m'a dit mais ça pourrait faire un livre. Et voilà pourquoi ça s'est imposé. Une manière d'essayer de restituer un peu ce que ce voyage a généré comme émotion, comme problématique. Et tu l'as dit, le dernier point malheureusement, c'est cette confrontation avec une Algérie complètement déglinguée. C'est-à-dire que ce qui faisait le paradoxe, ce qui faisait le contrepoint de cet accueil chaleureux, c'est que quel que soit l'endroit où vous allez, vous êtes confronté à un pays qui va mal, qui n'est pas organisé, qui est sale, avec un pays, avec des gens qui avouent leur souffrance, mais pas simplement physique, mais une souffrance psychique assez importante, parce que les années du terrorisme, parce que l'incertitude vis-à-vis de l'avenir. Et ça aussi, ça a été quelque chose qu'il a fallu assumer et dont il a fallu parler, sachant qu'il y a eu là beaucoup de questions sur finalement le bilan de l'indépendance, les 50 années d'indépendance. Donc ça interpelle quand on est... je suis né en 64, 2 ans après l'indépendance, on peut dire qu'on est des enfants d'indépendance. C'est très difficile d'avoir ce genre de discussion, parce que quand on vous pose de manière frontale la question... c'est l'indépendance pour ça. Quand on est dans la Mitidja et qu'on a la Mitidja qui est complètement saccagée, dévastée, quand on va dans des endroits, des quartiers populaires comme ceux d'Oran ou même à Belcourt, à Alger, etc., et qu'on voit dans quelles conditions les gens vivent dans un pays où il y a 200 milliards de dollars de réserves de change, on est quand même interpellé. Et c'est pas une question de se justifier, mais l'explication, elle n'est pas évidente, elle ne peut pas être simple, elle ne peut pas être facile. Voilà. Oui, alors comment dire, il y a des moments, moi, je sais pas, tu étais vraiment, tu te sentais obligé là, j'ai reconnu l'Algérien dans un passage. J'ai reconnu vraiment, parce que c'est des choses qui me sont arrivées à moi aussi, hein, je veux dire, devoir expliquer quelque chose ou entendre quelque chose qui est logique, vrai, mais qu'on n'accepte pas parce qu'il y a une espèce de... là, quand vous allez à Tibhirine,
quand vous allez à Tibhirin, je ne sais plus quelle page c'était. Alors, oui, à un moment donné, il y a un des pères qui était de passage, je crois, non? Oui. Qui va prendre la parole pour dire que le domaine des pères de Tibhirin a été en partie nationalisé en 1973 dans la fameuse campagne de la révolution agraire, et une bonne partie de leurs terres ont été nationalisées, donc, et puis il en est resté une petite partie qu'ils ont continué à cultiver, où il y avait 2000 arbres, etc. Par contre, les 375 hectares qui leur ont été nationalisés sont en friche, sont complètement... personne ne les exploite, etc. Puis il dit ça. Et toi, tu admets que c'est vrai, mais en même temps, ça te perturbe. Il y a eu beaucoup de moments comme ça. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de moments comme ça, effectivement, où... oui, c'était particulier. Alors pourquoi C'est vrai que... Et puis il y avait l'histoire de la mosquée aussi. Hein. Voilà, alors, tout ça pour dire que c'était pas un voyage où on était... C'était pas une ambiance bisounours, oui, c'est-à-dire que les discussions qu'on avait avec les membres du groupe étaient respectueuses, mais elles étaient parfois frontales et pas toujours simples à mener. Et donc, Tibhirin, c'est quand même un moment assez... je dirais assez intense. On va, on prie, il prie devant. Il y a ces tombes dont on sait très bien qu'elles sont pas. Enfin, il n'y a pas tous les corps. On se souvient de l'histoire des moines, de ce que ça a eu comme impact, comme cette tragédie qui était aussi la tragédie de tous les Algériens d'ailleurs. Et là, effectivement, on est confronté aux questions-réponses et les gens viennent vous voir en vous disant, mais tout à l'heure, parce qu'il y a une célébration, il y a une messe, et effectivement, à un moment donné, pendant la célébration, il y a l'appel à la prière à l'extérieur. Il y a ceux qui viennent vous voir en vous disant, ouais, mais c'est quand même bizarre parce que par rapport au monastère, ils ont construit une mosquée sur un talus, et c'est vrai que la mosquée qui est à côté du talus, on sait qu'elle va s'effondrer un jour parce que le talus est tellement petit. On se dit, ils ont fait ça exprès juste pour affirmer la position dominante de l'islam dans ce pays. Et alors, effectivement, on entend... ça te perturbe, toi, quand le dit. Bien sûr, ce que je me dis, bon, c'est tellement... comment dire c'est ce que j'essaie de restituer. J'essaie d'expliquer que, en gros, il ne fallait pas en rajouter. Et ce que j'ai reproché, d'ailleurs, je lui ai écrit une lettre... père de Lassos, là, qui est présenté comme étant le gardien des Tibhirin. En réalité, il vit à Alger, il y va de temps en temps. Aujourd'hui, c'est en autogestion un peu le monastère. Hein. C'est les ouvriers agricoles qui le font tourner, mais il n'y a plus de présence de religieux. Et cette référence finalement au verger qui avait... C'était la référence de trop, parce qu'il n'avait pas besoin d'en rajouter. Les gens avaient fait le voyage, avaient vu ça. Je trouvais que c'était... voilà, ça m'avait beaucoup perturbé, et c'était d'autant plus, je trouve, malvenu qu'on était dans un moment à la fois de recueillement et en même temps... c'est un peu comme quand vous lisez un bon livre et que l'auteur se sent obligé de mettre une postface après. C'était pas la peine. Voilà. Et donc ça m'a mis effectivement ça m'a un peu dérangé, plus effectivement... il y a beaucoup, voilà, c'était ça, ce genre de situation, et puis la récurrence de certaines questions sur des points qui ont provoqué des longues discussions, où je ne suis pas sûr d'avoir réussi à convaincre mes interlocuteurs. Il y a deux thèmes, enfin, il y en a au moins qui étaient récurrents en permanence, c'était le thème du voile, les femmes voilées. Là, on était retransporté dans la situation française. Oui. Alors pour les femmes, le voile et les femmes surtout, troisième point avec ce père
il dit aussi à un moment donné que, parce qu'ils reçoivent les habitants du village pour des repas conviviaux comme ça, mais il remarque quand même qu'il n'y a jamais de femmes, que les femmes ne viennent pas. Et toi, tu es perturbé par cette évocation, par le fait qu'ils disent que, ce qui est une réalité, mais ça te perturbe quand même. Non, alors, sur cette histoire des... Non, alors, c'est plus, un peu plus différent. Il parle des femmes, il dit, voilà, ce qui est intéressant, il dit, ben, nous dans le monastère, on pratique le dialogue interreligieux, on reçoit les villageois, on fête avec eux la Eid el-Kbir, donc la fête du mouton qui va avoir lieu dans quelques jours d'ailleurs, et on les invite à Noël, on partage, mais sauf que vous comprenez, ils viennent jamais avec leurs femmes. Donc moi déjà, le « il » ne me plaisait pas. Le « il » ne m'a pas plu. C'est un peu ce « il » colonial qui... Enfin bon, bref, c'est un peu peut-être une susceptibilité mal placée. Non, ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'à un moment donné, ils disent... Il a dit, vous comprenez, dans le coin, quand une fille est née, c'est une catastrophe, on ne fait pas la toména. Ce qui m'a beaucoup... la toména, c'est ce gâteau de semoule qu'on fait quand il y a des naissances. Et là, j'ai réagi parce que je me suis dit, c'est pas vrai. La situation des femmes en Algérie est difficile, mais il y a tout de même un moment... je dirais, particulier et privilégié des relations entre le père et la fille, qui est celui de l'enfance. Après, ça va mal. Dès l'adolescence, les ennuis commencent, parfois même un peu plus tôt. Mais je ne pense pas que cette dichotomie, notamment cette opposition, puisse exister au moment de l'enfance. Donc voilà, je trouvais que c'était, là encore une fois, des réflexions qui renforçaient certains clichés, qui n'étaient pas du tout dignes du voyage qu'on faisait par ailleurs. Quand je reprends, on a été reçu par exemple par des religieux à Oran, c'était un tout autre discours. Et pourtant, à un moment donné, tu dis à propos de la situation de la femme, tu dis que les Algériens en général, ils expliquent leur sous-développement, hein, pour aller vite, un peu la déglingue du pays, par l'impérialisme, par l'Occident, par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, par toutes sortes de raisons, mais jamais l'une des raisons principales, la condition qu'ils font aux femmes. Ah oui, non, mais ça, moi j'en suis persuadé, et ça peut même, se prouver de manière... c'est une discussion qui peut se mettre sur la table de l'économie. Un pays qui se prive de la moitié de ses ressources, quelque part, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas sortir du sous-développement si on n'a pas une égalité homme-femme qui est à la fois consacrée et qui est en tout cas dans l'intention. C'est pas possible. Et ça, c'est un discours qu'on n'entend jamais. C'est effectivement le colonialisme, c'est les services secrets, le DRS, c'est le Qatar, mais c'est jamais la réalité la réalité sociale de l'Algérie qu'on voit à travers ce prisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant, moi, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais ça mériterait autre chose, mais on se rend compte aujourd'hui que dans les institutions qui tournent plus ou moins, qui fonctionnent, c'est souvent grâce à des femmes qui sont à ces postes-là. Et ça, c'est un homme d'affaires français qui me l'a dit. Il m'a dit, moi, quand je rentre dans un ministère, maintenant, quand je vais faire des affaires en Algérie, quand je rentre dans un ministère, je cherche la femme. Je cherche la responsable femme parce que je sais que ça va mieux se passer, que je vais avoir en face de moi du rationnel et un répondant efficace. Et je trouve ça très intéressant comme témoignage. Ça mériterait d'être creusé un peu. Enfin, avant de donner la parole éventuellement à la salle, si les gens ont des questions à poser, je voulais juste noter quand même avec beaucoup de plaisir que ta notion de repentance inversée, j'ai adoré ça, où tu dis que on en est presque réduit à demander pardon pour avoir mené une guerre de libération, c'est ça? C'est-à-dire que les Algériens en sont presque arrivés c'est à eux de demander pardon d'avoir... Ah oui, aujourd'hui,
il faut s'excuser, c'est-à-dire presque, on le voit bien avec tout ce qui est sorti comme livre, tout ce qu'on a comme discours dominant, et puis on est sommé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, si demain on écrit que les Algériens étaient en droit de se révolter, de prendre les armes, il faut se dépêcher pour être, je dirais, consacré et de voir son discours accepté, il faut se dépêcher de dire qu'on renvoie les violences des deux camps dos à dos. Et ça, c'est quelque chose qui revient en permanence. Et donc, on est arrivé à cette situation où, dans des colloques, dans des réunions, il faut effectivement dire que ça a été terrible, que les Algériens ont commis des massacres, et c'est complètement occulté la réalité, le rapport de force colonial de l'époque, qui était totalement inégal. Il n'y a qu'à se souvenir des dernières phrases attribuées à Ben Mhidi, qui, quand on lui reprochait l'usage du terrorisme, qui a dit bah, donnez-nous vos avions et on vous donnera nos paniers avec des explosifs. On relie la guerre d'Algérie à la faveur, enfin, avec une lecture de ce qui se passe aujourd'hui, les attentats du 11 septembre, le recours au terrorisme. Et ça, c'est vraiment insupportable parce que c'est un phénomène historique qui n'est pas du tout. On ne peut pas ramener simplement à deux violences qui étaient d'égale mesure. Non, c'est absolument pas ça. Et il y a un passage dans le livre où je dis que j'aurais aimé avoir 20 ans en juillet 62 parce que j'ai été très choqué, mais vraiment beaucoup choqué en juillet 2012 de voir combien le nombre de textes absolument apocalyptiques sur l'indépendance. C'est un moment à part. On peut effectivement, je ne suis pas du tout un pro-régime, bien au contraire, j'ai eu suffisamment d'ennuis avec eux, mais on peut quand même mettre l'indépendance comme étant un moment à part. On ne va pas le sacraliser, mais je trouve qu'on est allé un peu trop loin dans la détestation de ce moment-là, de ce que ça a apporté aux Algériens, de ce que ça a offert comme espoir et perspective. Et je trouve qu'au contraire, et c'est une des critiques que je fais à beaucoup d'écrivains et d'intellectuels algériens, c'est que je pense qu'on peut parler un peu de haine de soi par rapport à cette période-là. C'est-à-dire que c'est à qui rivalisera en anathème et en lamentation. Or, pour moi, c'est absolument pas. Ce n'est pas parce que l'Algérie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui qu'il faut remettre en cause l'indépendance et la décrier, et même. Et je trouve que c'est lié. Hein, Alors, il y a un point sur lequel je sais que ça va faire rire certaines personnes dans la salle. Un des points récurrents des discussions, c'était Camus. Hein. Oui, ah ben, c'est le passage voilà. C'est le passage que je cherchais, parce que là, tu t'es démarqué complètement en disant que tu ne réponds pas à l'injonction de dire que Camus, enfin la question qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire aux deux pôles qui, d'un côté, il est complètement exclu, et de l'autre, il est complètement mythifié. Oui, enfin, du côté algérien, quand même, du côté algérien, il y a quand même une position aussi qui me paraît un peu radicale, oui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas qui ne va pas dans la mesure. Non, mais c'est très intéressant. Mais qui est égale à celle qui est en face, hein, de toute façon. Hein. En gros, on vous dit, là, vous êtes algérien, mais vous devez aimer Camus. Oui, pourquoi, mais cet homme a fait des grandes choses pour vous. Alors là, c'est là où la discussion commence à devenir difficile. Et donc on explique qu'on peut aimer l'auteur, que les textes peuvent être ou pas intéressants, mais on a le droit de regarder de loin et avec beaucoup de critiques ce que furent ses engagements, ce que fut sa position pendant la guerre d'Algérie, et voilà. Et donc, et ça, je me suis rendu compte que c'était assez, ça faisait des discussions. Oui, mais quand même, il est allé en Kabylie, et donc
d'accord, il est allé en Kabylie, mais il n'a pas remis en cause l'ordre ambiant, il a simplement fait comme... C'est comme aujourd'hui les gens qui vont dans le Golfe et qui sont tristes parce qu'il y a des Philippins qui meurent dans les champs de construction, mais c'est pas pour ça qu'ils vont faire la révolution, qu'ils vont appeler au boycott de ces pays-là. Et donc ça, ça revenait... Et donc, si je parle de Camus, c'est parce qu'on a eu une visite à Tipaza, et que, voilà, c'était un peu... Voilà, que Noce... alors, je leur ai dit, lisez le texte, c'était 10 ans après, quand il revient à Tipaza, retour à Tipaza, c'est déjà différent, c'est un peu moins gai. Voilà, je pense que Farida va tout de suite prendre la parole. Si tu me la donnes, je la prends. Je l'entends déjà parler. Voilà. Alors, moi, je vais pas intervenir sur Camus parce qu'on en parle trop, donc ça suffit d'ailleurs. Ça suffit. Donc moi, je vais intervenir sur deux aspects. Un, sur l'aspect, oui, en tant que femme, on ne peut être que valorisé du point de vue que quand on va dans une administration aujourd'hui, on s'adresse aux femmes, etc., que c'est les femmes qui apportent la rationalité. Et en même temps, moi je dirais, moi qui connais bien ce pays et qui vois comment aussi les femmes peuvent aussi transmettre, hein, c'est-à-dire qu'elles peuvent transmettre l'archaïsme, hein, c'est-à-dire qu'elles peuvent transmettre, je les vois dans les familles, par moments, c'est pas toujours les hommes qui transmettent l'archaïsme, bien au contraire, elles élèvent leur fils de manière à ce qu'il soit, comment dire, c'est lui le bon Dieu et la fille de manière au ménage. Donc je dis que les femmes, il y a femmes et femmes, voilà, avec bien sûr, je partage, ça me fait plaisir d'entendre un homme dire que les femmes sont rationnelles, etc. Il y a un autre aspect que vous avez abordé qui est l'aspect des espérances, et je dirais qu'aujourd'hui il faudrait réagir, ce n'est pas que vis-à-vis de l'Algérie qu'il y a ce genre de... vis-à-vis de l'indépendance d'Algérie, etc. La dernière fois, j'ai écouté sur France Inter quelque chose qui... Le poste, il m'appartient, donc je ne voulais pas casser le poste, donc voilà. Mais j'ai entendu sur France Inter dire vis-à-vis de Mandela, que Mandela, en fin de compte, il n'était pas si important que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, je me fais que 25 ans de tôle. Qu'est-ce qui restera de ce qu'a fait Mandela dans l'humanité? Alors que quand on s'appelle le monsieur qui a inventé Macintosh, c'est ça l'humanité d'aujourd'hui, c'est ça le progrès d'aujourd'hui, etc. Donc je partage tout à fait un point de vue sur la désespérance et sur la manière dont on voit cette indépendance, etc. aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a de la part des intellectuels, je vais dire de gauche, alors pas qu'algériens, hein, là je vais parler de manière générale, ils baissent les bras en ce moment parce qu'en ce moment on tape sur tout, et les médias, même comme France Inter qui se targue soi-disant d'être un peu plus à gauche que les autres, ils disent des atrocités tous les jours, tous les jours. Et donc j'interviens tout en me disant, et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que, parce qu'il y aurait une période où des intellectuels se seraient élevés sur ce genre de choses, etc. Et ramener le fait qu'on ne peut pas vous dire dans un colloque que, ben oui, il y en a autant de là, il y en a autant, les atrocités, etc. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres pays qui ne sont pas la France, hein, qui considèrent qu'au contraire que les Cubains, moi je rencontre des Cubains, ils sont très contents que l'indépendance de l'Algérie ait existé. Je veux dire que la France ne représente pas le monde, voilà, et qu'il y a ailleurs des intellectuels et des gens qui, d'ailleurs, en Amérique latine, actuellement, on ne dit rien de ce qui se passe, mais il se passe des choses formidables. Et quand vous dites que vous êtes algérien, latino, il est très content, voilà, c'est que il faut qu'on arrête de se faire avoir par ces gens-là qui veulent aller en Syrie, qui veulent aller en Irak, qui veulent aller en Libye, qui veulent aller... Voilà, c'est que eux, ils veulent... C'est un nouveau colonialisme qu'ils sont en train de faire, donc c'est normal. C'est normal, ils sont en train de nous asséner avec exactement les idées qu'il y avait dans le colonialisme. Alors c'est un nouveau colonialisme, ils n'y vont pas avec des hommes, ils n'y vont pas... Voilà, donc moi, votre réflexion m'amène à me dire... Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on inverse un peu la vapeur du point de vue de la pensée qui nous rend tous désespérés? On va prendre quelques réactions comme ça. Oui, Christiane. Moi, je pense justement, pour aller dans le même sens que toi, que quand Akram dit c'est une question qu'il faudrait creuser, ben, il faut tous qu'on s'y mette. Et pas seulement avec l'Algérie. C'est-à-dire que je me souviens de la colère que j'ai prise, et c'était
je ne sais plus quelle année, 2007-2008, quand Elie Béji a sorti un livre, Naissez, c'est une Tunisienne, c'est une force qui va ou je ne sais pas quoi, elle découvrait la force des femmes dans la tradition qui s'étaient toujours opposées, et j'avais trouvé ça scandaleux. Et je me suis dit, au fond, les Tunisiennes ont les mêmes problèmes que nous, les Marocaines aussi, mais il y a des gens qui écrivent maintenant. Il y a plein de gens, plein de femmes en particulier, et c'est à nous à montrer comment, dans ces différentes sociétés du Maghreb, il y a les deux éléments, c'est-à-dire les femmes qui sont là et qui font des choses, et je suis bien d'accord avec toi, qui sont entravées souvent par d'autres femmes, hein, et ça, c'est un travail à faire. Pour inverser une pensée, il faut apporter des éléments de réponse. Étudier ce qu'écrivent les Tunisiennes, étudier ce que font les Marocaines, étudier ce que font les Algériennes, sans anathème. Parce que dès l'instant que quelqu'un prend la parole et qu'il n'est pas au pays, on dit celui-là il ne doit pas parler parce que, etc. Donc il faut vraiment se dire qu'est-ce qui se passe là et ne pas baisser les bras devant ceux qui écrivent des inepties. Hein, moi j'en profite, on est quelques-uns et c'est quand même un lieu où on a rendu hommage plusieurs fois à Mouloud Ferraoul. Ne pas baisser les bras devant, par exemple, la biographie qui vient de sortir de José Lanzini, qui est un scandale. Et justement, c'est ce que tu dis, Akram. Au fond, il ne fait jamais état des réponses très très dures que Ferraoun a écrites dans le journal après l'appel à la trêve civile. Jamais. Mais toujours, ah oui, la violence des deux côtés, il est là dans son burnous blanc face au cime du Djurdjura. Je me demande comment il le sait. Hein. Et Mouloud Ferraoun songe à cette violence des deux côtés, mais lit le journal. Alors, puisqu'il ne le fait pas et que lui fait son travail, il veut accréditer l'idée d'une indépendance ratée et qu'au fond, si on avait pris la solution de Camus, plus d'égalité sous l'égide de la France, ça aurait été bien. Il fait son boulot, mais à nous de faire le nôtre. C'est-à-dire de dire, voilà, hein, c'est insupportable, c'est inadmissible. Et beaucoup de colloques qui ont eu lieu sur le cinquantenaire de l'indépendance ont été dans ce sens-là. Moi, je dois dire, dans ma propre université, le colloque que j'ai organisé, c'est que peu à peu, les gens qui avaient répondu, mes collègues m'ont dit, ah, tu dois être ému. J'ai dit, non, je ne suis pas ému. Vous avez parlé de la guerre d'Algérie, pas de la guerre de libération nationale. Alors, je n'étais pas ému. Et j'en ai pris violemment conscience à ce moment-là. Et notre boulot, eh ben, c'est d'analyser les textes et d'essayer, évidemment, on ne peut pas publier aussi facilement que ces gens-là, mais peu importe, on peut publier en Algérie, on peut faire des choses, on peut continuer, mais ça demande un gros travail d'étissage et de retissage des choses. Et alors la question que je voudrais poser à Akram, tu as dit au départ que ces journaux font ce genre de voyage pour améliorer les relations entre les Français et les Algériens, les deux peuples. Qu'est-ce que tu en penses une fois l'expérience faite? Est-ce que tu referais, est-ce que tu réaccompagnerais un voyage comme ça? Oui, vas-y. Je ne suis pas sûr que je le referai parce que c'est épuisant. Je suis vraiment rentré épuisé et de manière, pas physique, mais presque nerveuse, psychique. Dans les discussions, on est obligé, ou alors on fuit le groupe. Et je pense que ce qui a été... Je trouve que c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permet... ces gens sont allés en Algérie, ont vu, sont rentrés ici, ont raconté un pays qui est d'une manière différente de ce qui est dit dans les médias. Je pense que ça répondait à un grand besoin chez eux, mais aussi dans leur famille. Alors du coup, les retours que j'ai, c'est que ces gens-là qui sont allés... Il faut comprendre qu'il y en a qui sont allés en mentant à leur famille. C'est-à-dire que il y en a une qui appelait tous les jours et avec son portable en faisant croire qu'elle était dans le sud de la France parce que sa famille lui a grosso modo interdit, donc c'était une dame, 50, 60 d'années, qui
qui mentait aux siens parce qu'il était hors de question qu'elle retourne en Algérie. Enfin, il y avait beaucoup de gens comme ça qui étaient partis en ayant peur, en ayant menti aux siens, en se demandant ce qu'ils allaient trouver. Et au retour, ça a permis, par capillarité, je dirais, de donner envie à d'autres personnes d'y aller. Et je trouve que c'est ce dont a besoin l'Algérie aussi, parce que ces gens-là, une fois sur place, même si c'est fugace, même si c'est 10 minutes, même si c'est un quart d'heure, ça aide les Algériens, ça brise l'encerclement dans lequel ce pays et ce peuple étaient dans les années 90. Je trouve ça très très important. Il y a eu des rencontres par exemple avec des jeunes au Centre culturel français qui à mon avis ont dû beaucoup influer, en tout cas ça a eu de l'impact à la fois sur les visiteurs, les voyageurs, mais aussi sur les jeunes Algériens qui étaient présents. Parce que ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, mais j'avais déjà vu ça au début des années 2000 parce que j'étais allé dans l'Est algérien, pas dans l'Algérois, et je me suis rendu compte à quel point l'Algérie, alors il y a Internet peut-être, mais à quel point c'est un pays qui évolue à huis clos. On a l'impression, quand on est en Algérie, d'un pays qui vit en marge du reste du monde. Et ça vaut même pour les dirigeants, c'est-à-dire que c'est un des rares pays qui considère qu'il peut dicter sa loi à la mondialisation, à toutes les forces qui sont en train de recomposer le monde. On est en Algérie, on a l'impression parfois qu'on est encore dans les années 70, dans les années 80. Et je me dis, voilà, ça c'est une bonne chose, que ces gens-là y aillent, et parce que ces gens-là, eux aussi, sont actifs dans des associations, donc ils voient que ce n'est pas la même chose que ce qu'on leur a dit, que ce que pourrait prétendre tel ou tel écrivain habitué des plateaux parisiens et tout. Non, non, ils voient la différence et ils rencontrent des anciens maquisards. Ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire ce dialogue-là. Il y a des gens qui viennent dire, mais moi, oui, on a pris les armes, bon, maintenant, cette histoire est terminée, mais on a pris les armes parce qu'on voulait l'indépendance de l'Algérie. Il n'y a pas à rediscuter là-dessus, même si moi j'habite un F3 et que j'ai 3 filles à marier et que mes enfants sont chômeurs, mais nous, on voulait l'indépendance et c'est quelque chose qui n'est pas à remettre en cause. Et donc c'était, au-delà des circuits officiels et des rencontres organisées, j'ai trouvé ça très bien, vraiment. Mais par contre, le refaire, non, parce que ces discussions sont épuisantes aussi. Tous les jours, c'est... Karim, tu vas devoir donner le micro à la dame d'abord. Parce qu'elle avait Je vais bien reprendre par la suite. D'accord. Non, mais Oui, je voulais vous remercier de ce livre. Moi, je l'ai lu cet été. Ce que j'ai beaucoup apprécié, bon, si chacun dit ses impressions, on n'en finit pas, mais je tenais à dire que j'avais beaucoup apprécié les tableaux que vous avez faits, les tableaux d'abord à chaque étape du périple, tableaux qui commençaient par une grande poésie, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de revoir Tlemcen, et puis à la fin de chaque chapitre, il y avait une description, une sorte de synthèse très juste de la situation très complexe, du coup, sur le plan politique, et à la fin, contrairement à ce qu'on attend, en général, quand un journaliste dépeint ou écrit ce genre de livre, c'est qu'on avait toujours votre point de vue à la fin. Bon, moi j'ai apprécié. Ce que je voulais faire comme remarque, mais en même temps je devrais la retirer parce que j'ai été rassurée, parce que ce que j'ai entendu il y a un petit moment, il y a eu juste à 1 ou 2 ou 3 reprises dans justement la perception de la violence du passé, etc., une perception qui vient de moi, et peut-être que je me suis trompée, d'une certaine symétrie entre les souffrances. D'une symétrie, alors à chaque fois il y avait voilà, les Algériens ou les maquisards que vous avez rencontrés, ou peu importe. Et puis il y avait ce besoin après de ramener l'équilibre et de dire mais les autres se remémorer la souffrance qu'ils ont eue en 62, etc. C'est le seul petit point, et j'ai été rassurée puisque justement il y a un petit moment vous l'évoquiez. Pour moi, il n'y a pas du tout de symétrie dans les mémoires. Il y a eu un colonisateur-agresseur qui a bafoué les droits des autres et il y a eu un peuple qui s'est libéré. Il n'y a pas de conteste là-dessus, ni de compromis à faire. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'indépendance, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mon père l'a vécu comme ça, puisque mon livre, j'ai écrit récemment sur
un médecin de rang dans la guerre d'Algérie, donc la vie de mon père, et ça a été quelque chose d'extraordinaire, l'indépendance, et qui ne doit à aucun moment se discuter ou se mettre, comment dirais-je, s'analyser avec la réalité d'aujourd'hui, toutes les frustrations qu'on a. On m'avait posé la question, à un moment donné, c'était Yasmina Khadra, je crois, qui me l'avait posé, mais qu'est-ce qu'il dirait maintenant votre père, puisque maintenant avec ce qu'on voit de l'Algérie, ce qu'elle est devenue, et je me souviens que je le pensais très fortement, je suis convaincue qu'une révolution, c'est deux temps. C'est un premier temps, celui qu'il faut absolument renverser l'ordre établi, c'est on n'admet pas, c'est on le renverse, parce que ça ne peut pas être. Et puis un deuxième temps, c'est construire la chose dont on avait rêvé. Et là, évidemment, toute la complexité est là. Est-ce qu'on peut l'avoir, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir, on peut discuter. Et évidemment, j'ai trouvé que vous aviez très bien décrit cette sorte, pas de déclin, pour déclin, il faut qu'il y ait une situation de dégénérescence qu'on voit, à laquelle on assiste, de la société, et ça fait de la peine, parce qu'on sait qu'il y a 20 ans, 30 ans, ça n'était pas comme ça. Donc voilà, et puis je voulais dire simplement à la dame que j'ai entendue tout à l'heure parler avec beaucoup de foi et d'émulation, que je trouve qu'il ne faut pas du tout mélanger les problèmes. Il ne faut absolument pas discuter de la guerre d'Algérie avec ce qui se passe en Syrie, avec... Ce sont des événements historiquement qui n'ont rien à voir, et je crois que c'est affaiblir le propos que de discuter de la guerre d'Algérie avec les événements qui se passent actuellement. Quand il y a deux mémoires, pour en revenir à la symétrie, qui se confrontent, on peut choisir de tourner la page avec des Français. J'ai un appelé qui m'avait acheté le livre et qui m'a raconté son histoire de torture, justement, mais à l'époque, il ne pouvait pas réagir. Il s'était tu parce qu'il y a un phénomène de groupe, on l'a décrit pour l'armée allemande aussi, des choses atroces, mais on ne réagit pas en tant qu'individu. Et on avait eu l'occasion de discuter. Et j'avoue que je ne suis pas, évidemment, une radicale là-dedans. Je crois qu'il faut savoir écouter l'autre, avoir de l'empathie, mais il y a une certaine limite à ça. Et ça n'est pas pour dire on a vécu les mêmes choses, c'était les mêmes violences. C'est comme vous disiez dans beaucoup d'endroits ou d'émissions où on renvoie dos à dos. Ben non, c'est pas symétrique. Voilà, j'attends votre point de vue là-dessus. Oui, je voudrais juste avoir une petite réaction, mais ce qu'il y a de commun peut-être entre les différents conflits, qu'ils soient dans le passé ou dans le présent, c'est la présence quand même d'un discours dominant. Hein. Je veux dire, il y a toujours un discours dominant et ça rejoint un peu ce que disait Christiane. Le travail à faire, c'est presque un travail de résistance, quoi. Je veux dire. La seule différence, excusez-moi juste d'y répondre, et ça sera mon dernier propos, la seule différence, et c'est pour ça qu'on risque d'affaiblir la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est que là maintenant c'est légitime de mettre en cause le régime syrien, parce qu'on prétend, alors on le fait de façon, moi je ne suis pas d'accord, mais on le fait légitimement parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce qu'il n'y a pas de la laïcité, etc. La situation de ça c'est un autre débat, madame. C'est un autre débat, on peut en parler. On peut parler de questions géostratégiques, d'intérêts qui vont au-delà de la démocratie, etc. C'est complètement un autre débat. Karim ? Oui, je vais rebondir donc, sur la problématique que tu viens d'aborder, à savoir le discours dominant, justement. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là, l'aspect des systèmes de représentation. Que ce soit pour la question, donc, le thème des femmes, ou du colonialisme. Par exemple, sur la question des femmes, en effet, le patriarcat n'est pas seulement l'apanage des hommes, parce que c'est un système de représentation. Et donc on peut retrouver des idées complètement anachroniques de domination, comme chez la gente féminine, comme chez la gente masculine, parce qu'avant tout c'est des systèmes de représentation qu'on a, comment dire, intégrés. Mais pour autant, il faudrait faire attention à une chose, c'est-à-dire ne pas, parce qu'il y a une espèce de discours qui revient par moment, et dire que si les femmes sont dans telles conditions, c'est de leur faute. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Il ne faut pas tomber dedans là-dessus. Donc c'est un effort sociétal véritable. Et d'ailleurs, quand on parle, la personne, moi je suis étonné qui pose cette question,
comme ça, uniquement en la spécifiant, en essayant de faire de l'Algérien une espèce de substance à part vis-à-vis de la domination des femmes, du patriarcat, parce qu'en Europe aussi, aujourd'hui, il y a d'autres aspects d'expression du patriarcat et de la domination des femmes. On le voit. Donc, c'est toujours délicat pour un interlocuteur de se positionner par rapport à une nation, à un groupe, et de ne pas poser la question de façon plus universalisée. Si je vois la question donc des femmes du côté en tant que Français ou en tant qu'Algérien, je suis sûr de me tromper. Mais est-ce que je le vois en tant que quelqu'un qui déplore une domination? À ce moment-là, je verrai les aspects de cette domination en Europe, comme je les verrai en Algérie ou partout ailleurs dans le monde. Ensuite, on revient aussi, on retrouve cette histoire de système de représentation par rapport au colonialisme. Il y a quelque chose de très aberrant dans la motion de repentance qui est exprimée en Algérie. Moi d'abord, on le sait que c'est fait aussi à dessein politique, mais il y a quelque chose de sous-jacent qui est profondément colonial dans cette motion. C'est-à-dire le fait de dire, quand vous écrivez l'histoire en France, faites attention, il faut reconnaître le colonialisme, la repentance, tout ça. Ben non, j'ai pas à le demander. Tant pis si les Français ne le font pas, ou alors si les officiels ne le font pas. Parce que, en tant qu'Algérien, je n'ai qu'à ne pas reconnaître l'histoire écrite par ces gens-là comme étant une référence. Or, quand je dis, je veux qu'il y ait de façon officielle son allèle, cette reconnaissance, cette repentance, tout de suite, je hiérarchise les référents historiques et je me mets dans cette position de coloniser de quelqu'un qui ne peut pas produire un discours capable de parler de sa condition historique. Voilà, il y a quelque chose de très très aberrant dans cette histoire de repentance. Il faut en finir avec cela. Bien sûr, le fond, nous savons que c'est pour cacher d'autres choses de l'autre côté. Parce que ce qui manque en effet aujourd'hui à l'Algérien, entre autres, c'est aussi un regard sur soi. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être abordé en disant j'étais gêné de répondre à certaines questions, peut-être une certaine fierté nationale que nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre de notre vie. Oui, en effet, l'indépendance est une chose. Il n'y a pas lieu de discuter, comme je viens de le dire, du caractère aberrant de l'ordre colonial, du caractère inhumain et tyrannique. Par contre, ce qui va venir poser question par rapport à ce qui s'est passé après l'indépendance, c'est de dire que nous avons une responsabilité entre nous en tant qu'Algériens, et c'est de cela qu'il faut discuter. Or, ce regard, c'est la chose que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire, avoir ce regard critique, sans pour autant se sentir comme étant disqualifié ou alors donnant de fait raison à la vision colonialiste. Voilà, je vous remercie. On va prendre le maximum de réactions parce que tu vas faire une dernière réponse et puis... Bon. C'est à toi, visible. Personne ne veut plus. Bon, à toi. Alors, sur la question, oui, sur la question de l'équilibre, de la réciprocité, en fait, ce livre fait écho ou est prolongement, je ne sais pas, à un livre que j'avais écrit il y a déjà bientôt 10 ans qui s'appelait Un regard calme sur l'Algérie, où j'avais déjà abordé cette question du il faudrait tout à part égale, il faudrait dire que finalement c'est Camus qui avait raison, que les Algériens ont fait une erreur, que qu'ils s'entretuent, l'indépendance était un échec, on était on venait juste de sortir de la guerre civile. Par contre, dans ce voyage, moi ce qui m'intéressait, c'était l'individu, la réaction humaine, c'est-à-dire de voir des gens. Et ça vous pousse à vous interroger sans pour autant que ça remette en cause vos convictions.
Mais bien entendu, c'est sûr que les Algériens, le peuple algérien a souffert pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance, qu'il y a eu des atrocités. Mais le journaliste, la personne qui s'intéresse à l'autre, ne peut pas être indifférent au récit de la souffrance d'autrui. Quelqu'un dont la famille a mis toutes ses économies dans une maison en mars 62 et qui part 3 mois plus tard, et donc c'est une déchirure terrible, parce qu'ils perdent tout. Ils arrivent dans un pays dont on dit qu'il est le leur, mais qui n'est pas le leur, puisqu'il y a tout cet aspect de l'accueil des pieds noirs quand ils sont arrivés en France, etc. Et comment ces gens-là ont porté toute cette souffrance toute leur vie. Je me dis, il n'y a pas de culpabilité collective. Ils appartenaient à la minorité dominante, mais c'était des gens qui n'étaient pas, qui étaient plus riches que les Algériens, les musulmans, les Arabes, mais qui n'étaient rien en comparaison des fortunes qu'un bourgeois pouvait posséder, etc. Et donc moi, je trouve ça intéressant. Je me suis dit, je vais prêter l'oreille à ça et je vais essayer de le restituer un peu, parce que c'est des cheminements d'hommes. Ça ne veut absolument pas dire que on met les souffrances sur un même niveau, mais c'est des gens qui ont fait de mauvais choix, qui ont été les victimes de l'histoire, qui se sont retrouvés dans le camp des perdants, qui se sont... voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je me suis dit, en tant qu'Algérien, je trouve que c'est intéressant, sans faire allégeance à l'opinion inverse qui consiste à dire que tout était bien, qu'on s'aimait, qu'on s'adorait, qu'on partageait tout, parce que c'est le discours qu'on entend aujourd'hui. Hein. Mais de dire, voilà, il y a quand même, c'est la réalité, elle est plus complexe que ça. On a certes obtenu ce qu'on voulait, mais il y a des gens qui étaient dans l'autre camp et qui se sont retrouvés vraiment dans le camp des vrais perdants, parce qu'eux ont tout perdu et s'en sont moins bien sortis que d'autres, et que dans cette affaire-là, les responsabilités ne sont jamais clairement exprimées. Et, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que ça aurait fait des digressions intéressantes et que de toute façon mon éditrice ne voulait pas de ça. Mais il y a tout un chapitre que j'ai, enfin il y a 5 ou 6 pages sur De Gaulle que j'ai enlevé, par exemple. Il y a quelqu'un qui me dit, mais finalement vous les Algériens, vous devez l'aimer, De Gaulle. Je dis, pourquoi est-ce qu'on l'aimerait, De Gaulle? Il dit, ben, c'est quand même grâce à lui que vous avez été indépendant. Non, c'est pas grâce à lui, d'abord.